Et coucou YouTube. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, enfin parce que j'ai un peu de retard étant donné que cette vidéo qui est donc Litté Rétro devait être tournée jeudi dernier et comme il y a eu une panne européenne de Twitch, même si elle n'a pas duré, ça a décalé tout et j'avais pas le temps voilà, de faire ce Litté Rétro, donc je l'ai reporté à aujourd'hui mardi. Et donc vous l'aurez normalement donc le jeudi qui suit, donc avec presque une semaine de retard au final. J'en suis désolée, mais c'est pas grave, l'essentiel, voilà, mieux vaut tard que jamais. C'est pas comme si c'était les sorties ou quoi, donc hein, c'était pas très pressé. Mais du coup, voilà, j'ai préparé ce Litté Rétro spécial année 1999. Alors pourquoi 1999? Parce qu'en fait... je savais plus ce que j'avais fait, j'étais pas sur, je voulais commencer à préparer les trucs, j'étais pas sur mon PC à la maison et bref, j'avais pas les années en tête. Je savais qu'il fallait que je fasse la décennie 90, c'est tout. Et du coup, je me suis dit 99, je suis sûre que j'ai pas fait. Voilà, donc c'est parti sur 99, la dernière année possible étant donné que donc Litté Rétro, c'est de 1950 à 1999. Donc bien sûr, à chaque fois, je change de décennie. Ce qui veut dire que le mois prochain, ce sera un retour dans les années 50. Alors, on va attaquer tout de suite. Donc, comme d'habitude, vous le savez, ce sont les livres qui ont marqué l'année dont je parle, donc là, l'année 99. Alors, c'est pas forcément super objectif, c'est le plus objectif possible, hein, évidemment que voilà, je mets tous les blockbusters, même les trucs que j'ai pas aimés, ou voilà. Mais parfois, voilà, je peux mettre des livres qui me font envie, par exemple, même si ça n'a pas eu un immense succès. Bon, faut quand même un minimum, faut quand même qu'ils soient un minimum connus pour que je les mette, hein. Si c'est un truc obscur, je vais pas le mettre, ou du moins qu'ils aient marqué, qu'ils aient une patte à ce moment-là. Mais voilà, je fais au mieux, je vous mets toujours un petit peu, voilà, les genres. Vous voyez que le contemporain domine. Bon, c'est un hasard, hein. Par contre, alors, bon, au niveau de la parité, c'est pas encore ça, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc 2 tiers d'auteurs, 1 tiers d'autrices. Alors, c'est moins pire que dans les années 50, mais quand même, on est en 99. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de livres marquants écrits par des femmes, mais non, hélas. Hélas, non. Et puis, bah voilà, Bon, vous voyez qu'il y a pas mal de pays différents, quand même. Voilà, hein, j'ai mis... j'ai tout indiqué. Alors oui, les États-Unis, toujours. La Paris, quoi. Donc voilà, et bien écoutez, je vous propose d'attaquer tout de suite avec le premier livre et on va partir au Japon avec Les Amants du Spoutnik de Haruki Murakami, qui est un Murakami que je n'ai pas lu. Bon, en même temps, j'en ai pas lu beaucoup, hein. J'en ai lu que 3 des Murakami, mais bon. Et du coup, alors, on va être dans ce roman, on va suivre Sumire, qui veut devenir écrivain. C'est une écrivaine même, puisque c'est une femme, Sumire. Et Sumire va tomber amoureuse d'une femme plus âgée. Donc voilà, on est un peu dans une romance. D'ailleurs, c'est bizarre que ça s'appelle Les Amants et pas Les Amantes, puisque on est clairement autour d'une romance entre femmes. Donc voilà, elle va tomber amoureuse d'une femme plus âgée qui s'appelle Miu. Alors les deux femmes se ressemblent et en même temps Miu a pas, voilà, semble pas trop avoir envie de partager les aspirations et les idéaux de Sumire. Et puis on va avoir un troisième personnage. Alors peut-être que je sais pas, hein, peut-être c'est pour ça, c'est les amants, peut-être qu'il y a un triangle amoureux, je crois pas que ce soit précisé. Un troisième personnage qui est le narrateur, en fait, dont on ne connaît pas le nom. Et en fait, on sait que c'est un professeur des écoles
qui est, oui, oui, bah si, qui est amoureux de Sumire sans que ce soit réciproque. Bon, c'est pas vraiment un triangle amoureux, mais un petit peu quand même. Voilà, après je vais pas aller plus loin parce que sinon je pense que ça spoil. Mais voilà, on est dans une histoire autour d'un trio de personnages. Moi, je suis curieuse de voir un peu ben, comment, la vision de Murakami là-dessus. Ouais, elle est sympa cette édition, là, un peu manga comme ça, j'aime bien. Coucou Steph, j'espère que tu vas bien, pas de soucis. Mais tu sais que je suis là tous les mardis, hein. La meuf qui reproche, tu sais. Franchement, t'aurais pu être là quand même. Coucou Nelly. Bon, j'espère que vous allez bien les filles en tout cas. Donc voilà pour celui-ci. Je vais essayer de pas trop traîner hein, sur ce lit rétro parce que j'ai pas envie de me coucher trop tard, je vous le dis comme ça. Mais ça a l'air sympa en tout cas. Et on va rester au Japon. Et oui. Puisque, alors je rappelle que je mets les titres par ordre alphabétique. Hein. Puisque ce deuxième roman, c'est Battle Royale de Ko-Shun Takami. Alors, roman que je n'ai pas lu, certes, mais j'ai vu les films, j'ai lu les mangas. Je pense que les mangas sont plus fidèles aux romans que les films, hein, honnêtement, puisque le film est très succinct. Voilà, on n'a pas le temps. Le problème du film, c'est que, je dis le film, même s'il y en a plusieurs, mais bon, c'est un film en particulier, le premier film en particulier qui est vraiment basé sur le roman. On n'a pas le temps de s'attacher aux personnages parce que on n'a pas les backgrounds des personnages en fait. Voilà, on nous présente, on les présente comme ça, ils meurent et voilà. Alors que dans le manga et je suppose évidemment dans le roman, on s'attache à tous les personnages et on sait qu'ils vont mourir puisque je le rappelle, donc Battle Royale qui est un roman dystopique, horrifique, parle donc on est dans un futur proche. Le Japon est surpeuplé, ce qui est déjà un peu le cas hein, d'ailleurs. Et donc pour épurer un petit peu la population, je reviendrai sur le fait que c'est pas trop logique comme idée, mais voilà. Pour épurer la population, le gouvernement décide en fait d'instaurer des genres d'épreuves de survie. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et chaque année, c'est une classe d'un lycée ou collège, je sais plus, je crois que c'est lycée. Peut-être que dans le manga, ils sont au collège, il me semble. Hein. Par contre, dans le film, ils sont un peu plus âgés. Bref, une classe est choisie et tirée au sort, en gros, pour participer donc à une épreuve où le but, ce sera de s'entretuer et le dernier ou la dernière survivante gagnera le droit de rester en vie. Je crois que c'est clairement ça en vrai. Parce que je crois qu'il n'y a rien à gagner hein, dans le truc. C'est d'autant plus horrible. Et surtout, il doit absolument rester... Coucou Sophie, il doit absolument rester qu'un seul survivant ou une seule survivante. Voilà. Donc s'ils sont deux, c'est foutu. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas possible de faire des alliances ou machin, ça sert à rien. Enfin, ils peuvent faire des alliances, mais dans tous les cas, il va en rester qu'un ou qu'une. Bref. Et du coup, bah voilà, du coup, tu le sais quand tu lis que les personnages vont mourir. Alors tu te dis peut-être pas tous, mais bon... je veux dire, l'auteur est pas con. En fait, l'auteur, il te montre bien, il te raconte bien l'histoire de tous ces personnages à chaque fois pour bien t'attacher à eux parce qu'ils sont très attachants à chaque fois. C'est là, ah, voilà, c'est beau, machin. Et mais si j'en parle depuis le début, maintenant, il faut suivre. Alors, tout à l'heure, tu étais la seule à suivre, maintenant, tu suis plus. J'en parle depuis le début du film. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui, donc tu as le temps de bien t'attacher au personnage avant que. Voilà, en sachant que. Ils vont mourir. Et c'est horrible. Parce que t'espères quand même qu'ils vont pas mourir. Tu te dis non, allez, quand même, non. Et bah si. Et voilà. Mais le film, du coup, le film est très très bon. Hein. Le film est très jouissif. Mais c'est un film d'horreur classique. C'est-à-dire, tu kiffes les voir s'entretuer. Mais t'as pas cet aspect humain dedans. T'as pas cet aspect humain, triste, etc. qu'il y a dans le manga. Et donc, je suppose dans le roman, il faudra que je le lise, hein, le roman vraiment.
Mais je me concentre. T'inquiète, il n'y a pas de souci maintenant. Donc voilà. Voilà. Et ouais, c'est clair qu'il faudra que je le lise. Mais c'est un pavé. Hein. C'est un pavé ce roman. Voilà pour... D'ailleurs, le roman est sorti bien après le film en France. Ils se sont dit, ah, c'est bien. Ah, ça lag. Moi, ça lag pas un tout petit peu, mais pas trop. Salut Stéphane. J'espère que tu vas bien. Donc voilà pour ce Battle Royale. Et on passe à la suite. Et on change pas tant de style que ça finalement, hein, puisqu'on reste plus ou moins dans l'horrifique, on va dire, même s'il me semble que ces nouvelles sont pas spécialement horrifiques. Il s'agit donc de Cœur perdu en Atlantide de Stephen King, que je n'ai pas lu. J'ai pas lu encore ce recueil de nouvelles. J'ai lu beaucoup de King, mais pas celui-là. C'était pas, il me tentait pas de ouf ce recueil de nouvelles, mais plus ça va, et plus je me dis que ah, c'est Stephen King quand même, il faudra que je les lise clairement. Et en plus, je sais qu'elles sont très très liées à La Tour Sombre, que j'ai toujours pas continué d'ailleurs, j'ai lu que les 3 premiers tomes. Et du coup, ouais, il faudra vraiment que je lise ces nouvelles-là. Ah, il est en audio? Sérieux? Ah ouais, ah s'il est en audio, c'est bien ça. Ah bah merde alors, je l'avais pas vu. T'as pas aimé toi Mathilde, ce Stephen King? Donc là, en fait, on est avec un recueil de 5 nouvelles. Alors, très précisément, en fait, c'est 2 romans courts et 3 nouvelles. Voilà, très précisément. Qui sont reliés entre elles quand même par des personnages récurrents. Et notamment une femme, Carole, qui est le fil rouge du livre. Donc voilà, c'est nouvelle sans être nouvelle finalement. Voilà, et donc l'auteur évoque des thèmes qui lui sont chers, évidemment l'enfance, la solitude, la perte de l'innocence, etc. Et puis alors c'est peut-être ça aussi qui m'a fait dire que j'ai moyen envie de le lire, c'est que le sujet principal c'est la guerre du Vietnam. Voilà. Donc on est dans les années 60, on est dans un portrait de l'Amérique des années 60 aussi, hein, voilà. Donc je sais pas, mais je le lirai clairement quand même, hein, mais bon, c'est pas celui qui m'hype le plus, on va pas se mentir. Ah, l'image est pas bonne, ok. Bon, si t'as le son, c'est déjà ça. Moi de mon côté, c'est bon pour l'enregistrement, donc c'est l'essentiel. Après oui, je vois qu'il y a un petit décalage, mais pire du pire, je recalerai le son au montage, c'est pas très grave. Voilà. Donc voilà pour ce Stephen King qui ne sera pas le seul de la liste d'ailleurs. Oui, parce que des King, il en sort 2 par an. Hein. Et donc, on reste un peu, ouais, voilà, là, depuis 3 livres, là, on est un peu dans la SF horrifique, tout ça. Avec donc le Cryptonomicon de Neal Stephenson. Alors moi, Neal Stephenson, on en a quelques-uns des Neal Stephenson, mais je crois pas qu'on ait celui-ci. À moins qu'on les ait en... Parce que c'est un... Alors, c'est un recueil... Enfin, c'est un recueil. C'est une intégrale, en fait. Et je crois qu'il y a eu plusieurs tomes. Ça a été divisé en plusieurs tomes. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, le Cryptonomicon, en fait, il a été publié en France. Là, j'ai mis... j'ai pas mis de couverture française. Parce que c'est la sortie aux États-Unis. Là, aux États-Unis, c'est sorti en un seul tome. Mais en France, ça a été décliné en 3 tomes. Donc le code Enigma, le réseau Kinakuta et Golgotha. Et c'est possible, je me demande si on n'en a pas, il faudrait que je regarde. Mais du coup voilà, d'où le fait que ce ne soit pas une couverture française que j'ai mise. Et donc en fait, dans cette histoire, on a 2 histoires principales en parallèle. L'une qui porte sur des cryptanalystes qui œuvrent durant la Seconde Guerre mondiale pour casser les codes secrets de l'Axe. Donc l'Axe, je rappelle que c'est l'Allemagne, l'Italie, le Japon. Donc les ennemis. Et là, les ennemis, ça dépend de quel point de vue on se place, hein, parce que bon, la France, voilà. Officiellement, on a collaboré. Hein. Bref. Et la seconde histoire se passe à une époque, on nous dit, proche de la nôtre. Donc je pense potentiellement à un futur proche, hein,
où un groupe d'informaticiens amateurs de cryptographie veulent mettre en place un paradis informatique virtuel. Il aime bien les mondes virtuels, Neil Stephenson. Il faut le... Voilà. Et voilà. Et ils veulent utiliser la cryptographie afin de créer une monnaie électronique. Voilà. Donc, alors, Neil Stephenson, il faut bien le dire, c'est un précurseur sur pas mal de choses. C'est lui qui a imaginé en premier, ouais, tout est relatif. C'est lui qui a imaginé en premier le métaverse. Voilà. Donc, c'est pas rien quand même. Et bah voilà, je pense que, alors, 99, peut-être qu'on en parlait déjà, des crypto-monnaies, mais quand même, voilà, je pense que c'est, voilà, c'est un auteur, je ne l'ai pas encore lu. Moi, j'aimerais bien lire, c'est quoi, le Samouraï virtuel, où justement, c'est là où il y a la première apparition du métaverse. Donc voilà pour celui-ci, petite parenthèse, il y a juste un truc, parce que bon, c'était pas très important, mais j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit je vais y venir, et du coup j'y suis pas venue sur le fait, sur Battle Royale, sur le fait que en temps de surpopulation comme ça, ils choisissent des classes comme ça, voilà, pour faire une épuration de population. Quand on sait que la population du Japon est totalement vieillissante, je pense que si aujourd'hui on voulait lutter, alors évidemment qu'on ferait pas ça de toute façon dans tous les cas, mais si on voulait lutter contre la surpopulation, c'est pas des jeunes qu'on irait épurer, pour mettre des guillemets, hein, on irait plutôt sélectionner des EHPAD. Alors aujourd'hui, j'imagine le truc. C'est horrible. J'imagine le truc. Alors aujourd'hui, c'est l'EHPAD de Okinawa. Vous allez vous entretuer dans une battle royale. Bon, bref, voilà, c'était juste pour revenir là-dessus, mais parce que actuellement, le problème du Japon, c'est pas tant la surpopulation, c'est surtout que la population est très vieillissante, et du coup, justement, ils essayent de relancer la natalité. Voilà, même s'ils sont en surpopulation, ils veulent des jeunes. Donc, voilà. Non, alors, c'est pas un jeu vidéo. En fait, le truc, c'est que le terme Battle Royale, c'est vrai, c'est bien de le signaler, le terme Battle Royale a été repris pour, du coup, pour nommer de façon générique tous les jeux vidéo dans lesquels, en fait, le but, c'est de s'entretuer, enfin, ou en tout cas, c'est pas forcément de s'entretuer, parce que ça peut être, je sais pas moi, des battles de Tetris, hein, ça existe, hein, Tetris 99, c'est ça, c'est une battle royale, et jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Voilà. Et du coup, d'où le fait, voilà, que ça ait donné son nom, mais c'est pas un jeu en lui-même, et c'est pas, c'est juste le nom qui a inspiré ça, mais par rapport à cette œuvre-là où il fallait justement s'entretuer, et effectivement, ça a donné ça. Donc, ça a été, voilà, Fortnite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a eu plusieurs comme ça, des jeux avec des déclinaisons Battle Royale où il fallait s'entretuer. Voilà. C'était les deux petites précisions. Merci Steph d'ailleurs d'avoir ajouté ça sur Battle Royale, et honnêtement, ce manga, c'est vrai, ce roman, je suis pas, je me suis pas trop attardée dessus, mais j'aurais dû. Mais ça a été quand même un précurseur du genre, honnêtement. Alors, ça n'a pas été le premier, hein, à lancer cette idée de jeu dans lequel on s'entretuerait, etc., ou de survival game, en tout cas, voilà ce qu'on appelle les survival games, mais ça a été le premier connu, en fait, vraiment, et qui a donné lieu à énormément de choses, genre Hunger Games, par exemple, et énormément de survival games japonais, King's Game, même Squid Game aussi. Alors c'est coréen, mais c'est pareil, hein, c'est aussi inspiré de Battle Royale, et beaucoup de choses qui sont comme ça, qui ont Battle Royale, c'est décliné en plein de choses. Donc oui, c'est un roman qui aura vraiment marqué, pas seulement son époque, qui marque encore aujourd'hui. Voilà. Voilà. C'était pour revenir là-dessus. Et donc, on passe à la suite. Et décidément, le Japon est très présent. C'est pas fini encore, hein. Le Japon est très présent dans cette sélection, puisque là, alors c'est pas un auteur japonais, hein, vous devez le connaître, c'est David Mitchell, qui est l'auteur notamment de Slade House, et j'en passe. Qu'on devait lire, hein, David Mitchell, qui était un auteur à l'honneur au mois de juillet, et que je n'ai pas lu, parce que j'ai pas eu le temps.
Et là, on est avec Écrit Fantôme qui est des nouvelles sans être des nouvelles. Pareil comme Cœur perdu en Atlantide. Qui est en fait une série d'histoires, mais qui sont imbriquées les uns dans les autres et qui se passent toutes en Asie. Pas toutes en Asie, si. Ouais, si. Non, pas toutes en Asie, mais quasiment toutes en fait. Voilà. Mais c'est principalement en Asie et en grande partie au Japon. D'où toute cette couverture. Donc en fait, voilà. Alors après, est-ce que je vais rentrer dans les détails? Donc on est... Je suis en train de regarder en fait. On parle d'une secte. Voilà, je vais vous donner des petites... je vais vous lâcher des petits trucs comme ça parce que sinon ça va spoiler, je pense. On parle d'une secte à Okinawa. On parle d'un disquaire à Tokyo. Dont la mère est prostituée d'ailleurs. On parle d'un avocat expatrié à Hong Kong qui vit dans un appartement hanté par le fantôme d'une petite fille. On parle de la montagne sainte en Chine avec une jeune fille qui a été violée. On est aussi en Mongolie avec un esprit qui survit en habitant le corps d'hôtes vivants. On est à Saint-Pétersbourg en Russie avec une gardienne de musée. Voilà, vraiment je distille hein, parce que sinon ça serait trop long. On est à Londres avec un homme qui est prête-plume et aussi batteur dans un groupe de musique. On est à Clear Island. Alors je ne sais pas où c'est Clear Island. Ah, c'est dans le sud de l'Irlande. Voilà, donc on est en Irlande avec une physicienne spécialiste de la cognition quantique. Non mais vous vous rendez compte de la batterie de personnages là-dedans, c'est un truc de fou. On est dans un train de nuit. En fait, c'est une émission de radio. Alors, on ne dit pas où c'est. Aux États-Unis, peut-être. Où on va parler de guerre nucléaire. Et enfin, on retourne donc à la station de métro de Tokyo où la secte s'apprête à perpétrer un acte terroriste. Voilà, je m'arrête là. Je pense que c'est pas mal. Franchement, ça me donne grave envie de ouf. J'ai envie de savoir ce que font tous ces personnages, qu'est-ce qui va les relier, etc. Voilà, donc on sait qu'il va y avoir un attentat ou pas d'ailleurs. Hein. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment intéressant. Je sais pas combien de pages il fait. C'est vrai que là, je mets pas le nombre de pages et tout ça, hein, évidemment. Mais parce que, à mon avis, ça doit être bien dense hein, pour qu'il y ait autant d'histoires comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Donc voilà pour celui-ci, Écrit Fantôme de David Mitchell. Ensuite, on retourne en France, enfin on va en France d'ailleurs parce qu'on n'est pas encore allé, avec Daniel Picouli et son enfant Léopard, qui est un roman historique qui se passe quelques heures avant l'exécution de Marie-Antoinette. On a un duo de policiers qui est sollicité par le marquis et la marquise d'Anderson pour retrouver un enfant métis appelé l'enfant Léopard. Et donc la recherche des policiers va les conduire dans les bas-fonds de Paris, bar, prison, égout, où ils croisent des personnages pittoresques. Et voilà, j'en dis pas plus. Bisous, bisous à la Meuse, Lilule. Merci d'être passé, bonne nuit. Merci beaucoup. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un l'a lu, l'enfant Léopard. Est-ce que quelqu'un a lu Picouli, déjà? Alors sachez que l'enfant Léopard a reçu le prix Renaudot, voilà, en 1999. Et en vrai, quand je fais des recherches à chaque fois sur l'IT Rétro, il y a toujours le prix Renaudot, le prix Goncourt, etc. Franchement, c'est rare. C'est horrible à dire, mais c'est rare qu'il y ait des livres dont on se rappelle aujourd'hui. Voilà, qui étaient vraiment marquants, quoi. C'est triste, mais bon. C'est comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Et
on passe à une autrice que vous connaissez toutes et tous. Il s'agit de Mary Higgins Clark avec Et nous nous reverrons. Petit thriller américain des familles, donc en fait où on suit... le synopsis est assez simple. En fait, donc c'est une femme qui est allée en prison parce qu'elle a été accusée du meurtre de son époux, qui était un médecin. Et en fait, il se trouve qu'au moment où enfin elle sort de prison, après 6 ans, la jeune femme avec qui son mari avait une liaison est assassinée à son tour. Voilà, je pense que ça suffit. Ah, il y a vraiment un décalage avec le chat, hein. Bon, c'est pas grave. T'étais à fond dans le guidon au boulot cette année-là. Moi, en 99, j'étais où? J'étais au lycée. J'étais au lycée en 99. J'ai rien fait de particulier cette année-là. Donc, voilà, j'avais 17 ans. Donc voilà, bon, écoutez, voilà, moi j'ai fail, hein, voilà, j'ai fait, et c'est bien, c'est la... En fait, ce Litté Rétro de 1999, c'est tous les livres ou les auteurs que j'ai fail. Donc Battle Royale, que j'ai toujours pas lu, Cœur perdu en Atlantide, que j'ai toujours pas lu, David Mitchell, que j'ai toujours pas lu, Mary Higgins Clark, que j'ai toujours pas lu, enfin si, j'en ai lu un d'elle, mais je devais réitérer et j'ai fail. Bref, voilà. Ah bah oui, Steph, forcément, là... Je m'étonnerais du contraire. Mais celui-là, il m'intéresse pas. Alors, j'avais vu un synopsis un peu plus précis, mais je me souviens plus, et flemme de chercher. Et là, il nous décrit tous les personnages, mais bon, on va peut-être pas rentrer là-dedans. Il y a une grosse batterie de personnages, hein, quand même. Je veux pas dire, mais pour un synopsis aussi simple, voilà. Donc, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, celui-là, et nous nous reverrons. Ouais, gros décalage avec le chat. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Ah Manon, tu lisais Tom Tom et Nana. Putain, qu'est-ce que j'ai pu lire Tom Tom et Nana quand j'étais à l'école primaire. C'était les j'aime lire. Les j'aime lire. Et à la fin, il y avait Tom Tom et Nana. Ah, c'était trop bien, Tom Tom et Nana. Bref. Donc voilà. Pour celui-ci. Alors, celui-là, je l'ai mis. Parce que le roman est pas super connu en vrai, mais voilà, il y a une série qui est sortie. J'avais beaucoup aimé cette. Voilà. Là, pour le coup, clairement subjectif, hein, que j'ai choisi ce roman. Parce que je crois que même la série est pas super connue, surtout qu'elle a été malheureusement arrêtée après une saison. Autant dire que j'étais en PLS parce que moi j'étais à fond. Il s'agit donc de Flash Forward de Robert J. Sawyer. Et en fait, dans cette histoire, donc, on est dans un futur proche, 10 ans après, en 2009, où en fait, donc, il y a une expérience qui va être menée, qui va provoquer la perte de conscience de toute l'espèce humaine pendant plus de 2 minutes. Et durant ce malaise, en fait, chaque être humain va avoir un aperçu de son avenir, d'où ce flash forward. Et en fait, ils vont se voir, ils vont pas se voir eux-mêmes, ils vont être vraiment dans leur peau pendant ces 2 minutes et ressentir et voir donc ce qui va se passer pour eux donc dans l'avenir, en fait, 10 ans après. Et je crois que c'est ça, hein. Je dis 10 ans après, mais je suis pas sûre en fait. Bref, en tout cas, quelques années après, hein, il me semble que c'était ça. Et en fait, au réveil de tout le monde, donc pendant 2 minutes, voilà, l'humanité a fait un blackout et à son réveil, l'humanité donc s'aperçoit que, en fait, comme tout le monde est tombé dans un coma de 2 minutes, il y a eu énormément d'accidents, hein, logique, les voitures, les avions, tout ça. Et du coup, il y a eu énormément de morts. Et en fait, on va suivre certaines personnes, c'est un peu un roman. Alors, en tout cas, la série est chorale, je pense que le roman aussi, où en fait, on suit, ouais, c'est ça, hein, on suit plusieurs personnes, donc plusieurs endroits de la planète, qui vont essayer de comprendre, voilà, ce qu'ils ont vu dans le futur, etc. Et franchement, la série était tellement bien.
Tellement bien, tellement bien. Si j'ai lu Steph, j'en avais lu un. C'était Un cri dans la nuit de Marie-Louise Clark. Ouais, c'était vachement bien cette série. Alors, j'aimerais bien vous dire, je vous la recommande, mais vu qu'il n'y a eu qu'une seule saison et qu'au final, on n'a pas. Voilà, on n'a pas eu. Bah, ça s'est fini un peu en cliffhanger, quoi. C'était tellement horrible. Mais putain, j'étais tellement en PLS de pas avoir la suite de cette série. Bref. Et du coup, bah, j'ai envie de lire le livre. Je savais même pas qu'il y avait un livre. En vrai, c'est pour ça, quand je suis tombée dessus, je fais tiens. Et là, j'ai vu le roman qui a inspiré la série TV. J'ai fait oh, 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 je need. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'en France, le livre n'est sorti qu'en 2010, c'est-à-dire parce que la série, voilà, c'est une série qui date d'il y a 14 ans. Putain, c'est ouf. En 2009, j'étais où en 2009? Je sais même plus où j'étais en 2009. Et mais j'ai vu cette série à l'époque. Et en fait, le roman, il est sorti l'année d'après. Donc je pense que peut-être qu'ils se sont dit, bon, bah, vu que les gens étaient frustrés par la série, on va sortir le roman. Hein, bravo Brajolon, hein, j'ai envie de dire. Mais, mais du coup, je veux lire le roman. Voilà. Parce que là, au moins, il y aura une fin. Il y aura une fin. Ah ouais, ils disent que dans la série, en fait, l'intrigue, les personnages et les lieux sont différents. Mais bon, il n'empêche que ça serait quand même sympa, quoi, d'avoir le même concept. T'as le sac de voyage de Jamnir. Oh, trop bien. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, celui-là, c'est un, ok, c'est un tome 3. Donc normalement, je ne mets pas les tomes 2, 3, 4, etc. Hein. Je mets toujours que les premiers tomes. Mais j'ai fait une exception. En fait, j'ai fait 2 exceptions d'ailleurs, puisque celui d'après, c'est aussi une autre exception. Pour celui-ci, parce que quand même, voilà, c'est Hannibal, c'est Thomas Harris, voilà quoi. Donc c'est le tome 3 en fait de la saga Hannibal Lecter. Hein, voilà, donc après Le Silence des Agneaux. Non, alors attendez, c'est d'abord Dragon Rouge. Voilà. Premier c'est Dragon Rouge et ensuite Le Silence des Agneaux. Et ensuite celui-là, et puis il y a eu aussi un préquel, Les Origines du Mal, mais qui est sorti après. Donc on va dire que ça compte pas vraiment. Mais celui-là, voilà, c'est typiquement un tome 3. Donc je rappelle Dragon Rouge 1981, Silence des Agneaux 1988 et enfin Hannibal en 99 qui a été adapté donc en film comme les autres hein, d'ailleurs. Moi je crois que je ne l'ai pas vu celui-là, j'ai vu que Dragon Rouge et Le Silence des Agneaux. Il me semble pas avoir vu celui-là. Bref. Donc voilà, je vais pas évidemment... Enfin, si, je peux vous dire... voilà, je peux vous dire... que on retrouve donc Hannibal Lecter. On suit un milliardaire qui a survécu à Hannibal Lecter, mais qui a été défiguré et qui va décider de se venger et donc il va faire appel à donc Clarice Starling qui était la psychocriminelle, je crois que c'était ça, hein, dans Le Silence des Agneaux, donc jouée par la fameuse Jodie Foster évidemment. Voilà. J'en ai lu aucun. J'ai vu juste les films. Mais ouais, il faudra que je les lise aussi. Ah, purée, ça fait partie des 10 milliards de livres que je dois lire. Bref. Cela dit, je suis assez fière de moi, petite parenthèse, hein, ce mois-ci, puisque si j'arrive au bout, mais je pense que oui, de Jane Eyre et du Maître des Illusions, j'aurais lu ce mois-ci 2 livres qui étaient donc dans ma fameuse liste de mes 100 livres à lire dans toute ma life. Donc voilà. Mais je pense que là, je suis bien partie. Hein. Voilà pour celui-ci. Et donc la deuxième exception, ah oui, le hasard de l'ordre alphabétique fait que les deux étaient à la suite. Il s'agit donc de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui donc, vous le savez, est un tome 3 aussi, 2 tomes 3, hein, voilà. Et bon, voilà, je ne vais pas vous faire le synopsis hein, de Harry Potter, hein, je pense que voilà, tout le monde est au courant. Et voilà, c'était juste pour le mettre, parce que, bah voilà, 1999, hein, quand même, vous vous rendez compte que ce tome 3 a 24 ans, quoi.
Ça pique. Ça pique. Mais bon, j'avais pas encore, à ce moment-là, j'avais pas encore commencé à les lire. J'ai commencé à les lire au tome 4, moi. Parce que j'avais vu les 3 premiers films. Et le 4 n'était pas encore sorti. Donc voilà. J'ai vu les 3 films. Et j'ai voulu lire le livre, mais j'avais la flemme de lire les livres où je connaissais les films. Et du coup, voilà, j'avais lu le 4. Et je crois que j'ai dû lire... Je sais plus si j'ai repris directement après le 4 ou si j'ai d'abord lu le 5, mais à un moment, du coup, j'ai repris, j'ai lu aussi les 3 premiers, et puis bon, depuis, je les ai lus plusieurs fois. Hein. Là, j'ai lu plusieurs fois la saga complète. Mais voilà, j'ai commencé par le 4, mais mon copain de l'époque, il m'avait dit, vas-y, tu peux lire le 4 et je te raconte un peu tout ce qui manque dans les films. Voilà, il m'avait raconté quand même, parce qu'effectivement, il y a un gros manque. En vrai, il y a un gros manque dans les films. Mais voilà. Ah, c'est vrai, Steph, ah, c'est marrant. Bah Manon, alors, t'as pas lu de manga, t'as pas lu Harry Potter, ça va pas tout ça. Hein, va falloir se rattraper un petit peu. Hein. Bon, après, voilà. Après, moi, vous savez, hein, depuis l'histoire avec J.K. Rowling, je suis plus trop dans la hype Harry Potter, j'ai un peu du mal. J'ai un petit peu du mal. Voilà, mais ça reste une œuvre que j'aime quand même et qui m'aura marqué. Et voilà, hein, il faut le reconnaître. Bref. Donc voilà pour celui-ci. Alors, ouf, on change de style là, c'est moins joyeux d'un coup, avec donc l'inceste de Christine Angot. Je pense que c'est un livre qui aura été assez marquant à l'époque, puisque Christine Angot, dans ce livre, raconte un peu sa propre histoire. Alors, c'est une autofiction, c'est-à-dire que c'est une autobiographie romancée. Voilà, c'est vraiment ça, hein, une autofiction. Et en fait, voilà, donc elle raconte déjà une liaison qu'elle a eue avec une femme, mais aussi elle raconte donc les actes incestueux qu'elle a subis de la part de son père. Et ça a beaucoup, beaucoup marqué. Hein. Je pense que Christine Angot, elle s'est fait connaître vraiment grâce à ce livre en particulier. Bisous Michel, bonne soirée. Bisous, bisous. Oh, et t'aimes pas Kim, mais comment tu peux ne pas aimer Kim, Manon? Oh là là, j'espère que Kim ne voit pas ça, parce que là, tu vas baisser dans son estime de ouf. Parce qu'il aime pas les gens qui n'aiment pas King. Hein. Ça va pas ça. Non, mais de toute façon, on peut pas dire qu'on n'aime pas King, c'est impossible. Parce que tu peux dire que t'aimes pas King si t'as lu tous les Kings. Mais comme je doute que t'aies lu tous les Kings, parce il y en a tellement qui sont différents les uns des autres que tu peux pas. C'est pas possible. Dire j'aime pas King, c'est comme dire j'aime pas les mangas. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a forcément un truc que tu vas aimer dedans. Donc voilà. Bref. Ah, vous lisez un tome par mois et après vous regardez le film. Ah, c'est trop mignon ça, c'est trop bien. Oui, Mathilde, c'est vrai que moi aussi, hein, j'avais beaucoup de mal avec Christine Angot quand elle était chez Ruquier, mais je sais que je me suis pas sortie de la tête cette idée de lire son livre quand même. Et j'étais d'accord avec elle sur pas mal de choses. Voilà, je sais qu'elle avait quand même des fulgurances sur certains points qui étaient vraiment intéressants, et notamment justement sur la violence faite aux enfants, les violences sexuelles, etc. Donc ouais, quand même. Je ne peux, voilà, par sororité, je ne peux que la soutenir sur ce point-là, quoi. Voilà. Ou peut-être Une nuit de Charlotte Pudlowski. Oui, j'en ai entendu parler aussi, ouais. Ah, donc Manon, t'as quand même aimé Misery. Donc tu vois, tu peux pas dire je n'aime pas King, du coup. Voilà. C'est QFD. Bah ouais, faut tenter. Hein. Mais pareil, t'arrêtes pas à un ou deux mangas. Hein, parce qu'il y en a, c'est pareil, il y en a tellement des différents que ça veut absolument rien dire après. Voilà. Donc, ensuite. Et du coup, si tu as aimé Misery, il y a des chances que tu aimes un autre King. Hein. Alors, on reste en France avec Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part d'Anna Gavalda, qui a été son premier, alors pas roman, hein, son premier livre, en l'occurrence, c'est un recueil de nouvelles. Le premier livre d'Anna Gavalda qui a remporté, alors je sais pas si c'est le premier qu'elle a écrit, mais en tout cas c'est le premier qui a remporté un succès auprès du public. Mais je crois que c'est le premier, hein, il me semble.
Voilà, donc là, c'est ce qui a révélé vraiment Anna Gavalda au grand public. Et donc, 20 ans plus tard, il a fallu attendre 20 ans quand même pour qu'il y ait une adaptation. Alors attention, comme c'est un recueil de nouvelles, il y a une nouvelle qui a été adaptée en film. Hein. C'était la dernière, je crois. Voilà. On va pas se... Misérie t'a sauvé, ouais, exactement. Voilà, bon, moi j'ai jamais lu Anna Gavalda et très clairement, c'est pas du tout le genre d'autrice que j'ai envie de lire. Vraiment pas, ça me hype pas du tout. Mais j'imagine que certains d'entre vous, certaines l'ont lu. Oui, c'est sûr que King ne sait pas trop soigner ses fins, hein, on le sait, hein, malheureusement. Mais moi, Marche ou crève, j'avais adoré. C'est un des tout premiers que j'ai lu, Marche ou crève, quand j'étais ado. Donc voilà pour les nouvelles de Anna Gavalda. Alors je sais même pas de quoi ça parle. Voilà. C'est des nouvelles. Je pense que ça parle de la famille et d'autres choses comme ça. Mais voilà. Oh, Manon. Faut pas s'arrêter là, voyons. Ça veut rien dire. Ah, tu l'as lu, le Gavalda? Ok. Moi, ça fait pas du tout envie. Mais je peux comprendre qu'on aime. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, la couverture est un peu pourrie, je m'en excuse. La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Donc, un livre qui a pas mal marqué, hein, puisque c'était assez original d'avoir un livre qui s'appuyait sur un tableau, en fait, hein, le fameux, tiens d'ailleurs ça irait bien dans un item de septembre, ça, de Dégomme ta pelle, puisque donc le fameux tableau éponyme, hein, La jeune fille à la perle. Donc c'est un roman historique qui se passe aux Pays-Bas. Voilà, donc le récit a été inspiré par le tableau de l'artiste Jones Vermeer. J'espère que j'ai bien... Alors Vermeer, ok, par contre j'avoue que je découvre son prénom. Du coup je sais pas si je l'ai bien prononcé. Et donc Tracy Chevalier a imaginé l'histoire qui a conduit à la création de cette œuvre. Voilà, tout simplement. Et puis le roman a été adapté en film du même nom. Voilà. Et au théâtre aussi, accessoirement. Donc en fait, on est en 1664 et on suit Grit, je pense, qui est une jeune fille issue d'une famille pauvre, qui est engagée comme servante dans la maison de Vermeer, du peintre donc, pour s'occuper des 6 enfants de la famille et pour faire le ménage dans l'atelier du peintre. Et Vermeer va sentir le potentiel artistique qui se dégage de la jeune fille et donc il va lui faire découvrir les rudiments de l'art qu'il exerce. Et leur proximité va entraîner des tensions au sein de la maison des Vermeer ainsi que des rumeurs. Voilà. Tu as aimé Manon, celui-ci? Toi aussi, Stéphane, tu l'as lu, t'avais aimé? Ouais, Steph, c'est souvent ça, hein, les fins de King. Hein, c'est choisissez un peu, enfin voilà, imaginez la fin, quoi. C'est souvent des fins ouvertes. Hein, il n'est pas très doué pour les fins, mais bon. Moi, ça me gêne pas, je suis habituée à son style. Moi, c'est pas la fin que je recherche hein, chez King, c'est vraiment son écriture. Donc voilà. Ah, tu l'as lu aussi, Babs? Ah, bah, vous êtes beaucoup à l'avoir lu quand même, La jeune fille à la perle. Moi, je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai même pas d'ailleurs, je crois pas. Je crois pas que je l'ai. Donc voilà. C'était bien? Vous avez aimé? Je suis curieuse quand même. Donc voilà pour celui-ci. On passe à la suite. Bon, du coup, j'aurai la réponse après. De toute façon, il y a un décalage. Donc voilà. Alors, retour en Asie avec le mandala de Sherlock Holmes de Jamyang Norbu,
Et en fait, le mandala de Sherlock Holmes, ça a comme particularité d'être un pastiche holmesien, ou holmésien, je ne sais pas comment on prononce ça. En gros, c'est un pastiche de Sherlock Holmes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, voilà. C'est une aventure, ce qu'on appelle pastiche holmésien, c'est une aventure de Sherlock Holmes qui aurait été imaginée par un autre auteur que Arthur Conan Doyle, donc le créateur du personnage, du célèbre détective. Et donc, en fait, voilà, Jamyan, dans cette histoire, en fait, donc l'auteur, Jamyan Norbu, va imaginer, en fait, donc une histoire qui se passe pendant les 2 années manquantes dans la vie de Sherlock Holmes. Apparemment, il y a 2 années où on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, ça va se passer au Tibet. Voilà, Sherlock Holmes se rend au Tibet où le gouvernement britannique soupçonne les Chinois de s'ingérer dans ce que les Britanniques considèrent comme leur territoire, en fait. Voilà. Et donc, Holmes va découvrir qu'en fait, s'il a été envoyé là-bas, c'est pour protéger la vie du Dalai Lama. Parce que les Chinois projettent de l'assassiner. Donc, on est clairement dans le fameux conflit qui oppose le Tibet à la Chine. La Chine revendiquant le Tibet comme son propre territoire. Et là aussi, aux Britanniques. Voilà, donc intéressant. Je l'ai mis parce que je trouvais que c'était assez original. Au Beau de Provence, il y a une expo sur Vermeer et Van Gogh. Ah d'accord. Ok. Ah ouais, t'as lu tous les Tracy Chevalier, Lalixou? Ok. Mon préféré. Ah oui, toi, Babs, ton préféré est la brodeuse de Winchester, d'accord. Il y a 2 types de fins ouvertes. La fin volontairement ouverte, oui. Celle où tu sens que l'auteur n'a pas su comment clôturer. Voilà. Et on va pas se mentir, King, tout génie qu'il soit, c'est surtout qu'il n'est pas très doué pour faire des fins. Je pense pas que ce soit des fins ouvertes vraiment en mode bon bah voilà, je fais ça parce que imaginez la fin. Chaque génie a ses failles, voilà, on peut pas être parfait, mais en soi, enfin moi je trouve que c'est pas très grave, mais bon, il y en a qui aiment pas, moi ça me gêne pas du tout. Bref, donc voilà pour le mandala de Sherlock Holmes. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Moi, je connaissais même pas son existence, on va pas se mentir. Je découvre, en plus, c'est un piquier. Donc, peut-être un jour, voilà, si je le trouve d'occasion. Après, je suis pas une grosse fanat de Sherlock Holmes. C'est pas que j'aime pas, c'est que voilà, je suis pas trop portée là-dessus. Je crois même pas avoir lu. Alors, j'ai vu des adaptations, mais je crois même pas avoir lu un seul Arthur Conan Doyle. Donc, voilà, je sais, c'est la honte, mais. Voilà, c'est pas mon gros kiff. Donc voilà, hop, on passe à la suite avec alors un livre que je vois sans arrêt dans les trucs d'occasion. Ça c'est un truc de ouf, celui-là, je le vois tout le temps. C'est Le mec de la tombe d'à côté de Katarina Mazzetti, qui est une autrice suédoise, contrairement à ce que son nom peut indiquer. Et donc, c'est un livre qui a connu un gros succès au moment de sa sortie. Et donc, ça explique pourquoi on le voit aussi souvent dans les livres d'occasion, d'ailleurs, je suppose. Mais je sais pas, moi, il m'a jamais vraiment hypé. Et donc, en fait, on suit... Alors, on va essayer de pas trop spoiler parce que je pense que là, ça spoil de ouf. Mais on suit donc, c'est Désirée qui vient de perdre son mari dans un accident de la route. Désirée, elle est bibliothécaire municipale. Et elle va donc quotidiennement sur la tombe de son mari durant sa pause déjeuner. Et là, elle va y faire la rencontre de Benny, un gars en apparence un peu rustre, qui lui vient sur la tombe mitoyenne, c'est celle de sa mère. Et finalement, voilà, ils vont faire connaissance l'un avec l'autre et peut-être se redonner le sourire mutuellement. Voilà, bon, autant vous dire que c'est clairement pas le genre de livre que j'aime lire, moi, personnellement. Mais bon, j'imagine, je comprends qu'il ait eu son petit succès. C'est vrai, Stéphane? Genre, toi, t'as ce livre dans ta palle?
Ben, j'aimerais bien avoir ton avis dessus, tiens. Ça se trouve, ça, tu vas dire que c'est un chef-d'œuvre et tout. C'est jamais, hein. Donc, voilà. Tracy Chevalier, t'as beaucoup aimé l'ami... Ah, j'ai lu l'ami prodigieuse. Non, ça c'est Léa Ferranté. Prodigieuse créature, ok. La fugitive et à l'orée du verger. D'accord. Ouais. Et ouais. Et ouais, c'est vrai qu'il a du coup, ouais, il a 24 ans ce livre. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou. T'as été mitigé, toi, l'Alixou. Tout le monde en parlait et t'as pas trouvé ça extra. Ouais, ben, j'ai envie de dire, c'est comme les Grimaldi, les Raphaël Giordano et tout ça. Bon, bah ouais, c'est un truc qui marche beaucoup, le feel good comme ça, mais bon, faut aimer, quoi. Voilà, faut aimer. Ah, mais de ouf, Mathilde. Moi, dans tous les Easy Cash, les machins comme ça, où je vais, les Emmaüs et tout, je le vois tout le temps. S'il y avait un livre que je devais citer en mode je le vois partout, c'est celui-là, quoi. C'est vraiment... c'est pour ça, bon, c'était obligé que je le mette, hein. C'est un don d'une fille. Ah, d'accord, ok. C'est quelqu'un qui te l'a donné. Ah, ça explique tout. Ça explique pourquoi tu l'as encore, mais que tu l'as pas lu. Du coup. Ok, ça marche. Mais cette fille devait pas trop bien te connaître quand même, hein, pour t'offrir un livre comme ça. Je veux pas dire, hein, je veux pas la juger, mais je sais pas trop ce qui lui est passé par la tête pour t'offrir un livre comme ça. Mais bon. Bref, voilà pour celui-ci, et donc qui a été adapté en film aussi, et apparemment en série, mais alors là, j'étais pas du tout au courant. Mais voilà, je découvre ça. Allez, on change totalement de style avec Chuck Palahniuk, qui, je rappelle, est l'auteur de Fight Club. Et donc, qui a surfé sur le succès de Fight Club en sortant Monstre Invisible. Alors, c'est pas lui qui a surfé sur le succès, parce qu'en fait, il faut savoir que Monstre Invisible était à la base un roman qui a été rejeté par son éditeur, parce que son éditeur trouvait ça trop dérangeant. Mais vu que Fight Club a eu un succès planétaire, finalement l'éditeur a dit « Bon, allez, ok. » Coucou Jai, j'espère que tu vas bien. Voilà, évidemment, de suite, là, quand ça marche, on dit « Allez, bon, ok, on va publier le livre. » Mais apparemment, voilà, c'est un livre dérangeant. Donc de quoi... Enfin, moi, j'ai jamais lu Chuck Palahniuk, alors évidemment, j'ai vu Fight Club, hein, voilà, mais que j'aime beaucoup, hein. Et c'est vrai, et moi j'en ai un que j'aimerais bien lire de Chuck Palahniuk, là, c'est À l'estomac. Mais celui-là, du coup, je l'ai pas, mais il m'intrigue. Alors, donc, on suit Shannon. Shannon est jeune, belle et mène une vie de mannequin, apparemment idéale. Le problème, c'est que son jeune frère, est décédé. Donc, il s'appelait Shane, il était homosexuel et il est mort du sida. Et les parents de Shane et de Shannon sont devenus obsédés par cette mort. Le deuxième problème, c'est que... il y a beaucoup de problèmes dans ce roman. C'est que Shannon va recevoir une balle perdue. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances. Et elle va se retrouver défigurée. Alors qu'elle est, je vous rappelle, elle était très belle, elle était mannequin. Et donc, elle va devenir... Donc, elle devient très laide, hein, en étant défigurée. Et elle va être complètement ignorée par les passants qui n'osent même plus croiser son regard. Et elle va alors rencontrer Brandy, qui va un peu la prendre sous son aile et avec qui elle va partir dans un road trip mouvementé. Voilà, donc sur le synopsis, comme ça n'a pas l'air particulièrement horrible ou quoi. Mais visiblement, voilà, on nous dit le livre tourne autour de plusieurs thèmes principaux. L'amour, le changement et l'automutilation. Ça a l'air joyeux, hein. Voilà, après, je vais pas aller plus loin parce que je veux pas spoiler, mais ça a l'air intéressant. Faut vraiment que je découvre cet auteur. C'est vrai, Stéphane, j'étais persuadée que tu l'aurais lu, toi, tu vois, parce que toi qui adores les romans noirs américains, je pensais vraiment que tu l'aurais lu, tu vois. Parfois, si la fille est jolie... Tu me fais rire.
Du coup, t'as accepté le livre avec plaisir, bien sûr. Bon, t'es pas allé jusqu'à le lire quand même, hein. Donc tu vois, j'ai encore foi en toi. Ça marche, Oljaï. J'ai fait un petit book haul au début d'ailleurs. Il sera pas dans la vidéo YouTube. Désolé YouTube. Faut aller sur... comme la dernière fois. Faut aller sur Twitch. Donc voilà. Mais ouais, celui-là, il m'intrigue pas. Mais ouais, c'est clair que il faut que je découvre cet auteur. Ça n'a pas l'air joyeux, mais ça a l'air intéressant. Voilà pour celui-ci. Et on passe avec... Alors, Le Monde de Charlie qui s'appelait à la base Par accord. Qui a changé de titre suite à... Non, même pas. C'est pas... Bah, c'est au moment de l'adaptation au cinéma, en fait. Je sais pas dans quelles circonstances il a changé de titre, mais c'était longtemps après, hein, puisque c'est en 2012, donc le livre est sorti en 99, et c'est seulement en 2012 qu'il a changé, donc au moment de la sortie du film, qu'il a changé de titre. Donc Par accord de Stephen Chbosky. Stephen Chbosky qui est un réalisateur aussi, et qui n'a écrit que 2 romans, sachez-le, donc il y a celui-ci, Par accord, et il y a L'ami imaginaire qui est sorti il y a quelques années seulement, voilà, et que j'ai d'ailleurs, hein, que j'ai toujours pas lu. Mais voilà, c'est rigolo de lui, il sort un livre tous les 15 ans, tous les 17 ans très précisément, je crois qu'il est sorti en 2016, L'ami imaginaire, il me semble. Bref. Donc c'est un roman, alors Le Monde de Charlie, enfin Par accord, c'est un roman épistolaire, en partie autobiographique. Voilà. Donc, on suit Charlie, qui est un peu le double de l'auteur, hein, voilà. Et donc, Stephen Chbosky va raconter la première année de lycée de Charlie, donc sous la forme de lettres que Charlie adresse à un inconnu. Et donc, on va apprendre que Charlie est un jeune homme fragile et à la limite de la société, qui commence donc sa première année de lycée avec appréhension, étant donné que son meilleur ami s'est suicidé quelques mois plus tôt, alors qu'ils étaient au collège. Du coup, voilà, il se sent pas capable d'expliquer à quelqu'un ce qui lui arrive, il n'arrive pas à parler à sa famille, etc. Et voilà, bon, je pense que je vais pas aller plus loin de peur du spoil, mais voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Il me semble en plus qu'il y a un... Alors j'ai pas vu, hein, mais j'ai pas lu le livre, j'ai pas vu le film. Il semble qu'il y a un triangle amoureux entre les 3 là. Donc voilà. C'est Charlie, ouais, c'est Charlie, Sam et Marie-Elisabeth. Voilà. Ah ok, Oljaï. C'est cool. Tu t'es lancé dans les romans noirs que depuis quelques années seulement. Ah d'accord, je savais pas, Stéphane, moi qui te pensais spécialiste en la matière, tu vois. Comme quoi tu donnes bien le change en fait, hein. Donc voilà, pour celui-ci, bon moi je suis pas de ouf, hein, avec celui-là, mais voilà, il fallait que je le mette parce que je pense qu'il a... Surtout le film a eu son petit succès. Voilà. Et allez, retour sur Stephen King avec... Alors, c'est pas mon préféré, hein, honnêtement. La petite fille qui aimait Tom Gordon. Voilà, donc cette fois, on n'est plus avec des nouvelles, on est avec un roman. Où, en fait, voilà, on suit une petite fille qui va se perdre dans la forêt et qui va commencer à errer dans cette forêt. Et donc à faire des mauvaises rencontres ou des... Enfin voilà, il lui arrive des trucs, on va dire. Et puis, elle se motive toute seule, en fait, avec son... Finalement, c'est un peu un ami imaginaire, même s'il existe vraiment, Tom Gordon, qui est donc un joueur de baseball, dont elle est hyper fan. Voilà, d'où la couverture. Et en fait, en plus, elle écoute ses matchs sur sa radio. Voilà, ça lui permet un peu de moins avoir peur.
Et voilà. Et en fait, ouais, c'était sympa, mais c'était pas non plus... il est presque enfantin, ce livre, en fait, finalement, par rapport à d'autres King qui sont vachement plus durs. Celui-là, il est un peu gentillé. Ce qui n'en fait pas un livre de moindre qualité, mais moi, ça m'a moins marqué, du coup. Voilà. Mais c'était bien. De toute façon, même le moins bon des Kings reste un bon livre, donc voilà. Mes yeux, c'est comme ça. Voilà pour celui-ci. J'entre pas trop dans les détails, mais voilà, parce que pour moi, ça reste un King mineur, mais voilà, il fallait que je le mette. Obligé. Et ah oui, j'ai mis film avec point d'interrogation. Parce que, alors c'est marrant hein, de tomber là-dessus, voilà, parce que en fait en août 2019 apparemment, donc les producteurs Roy Lee et John Berg ont annoncé leur projet d'adapter le livre au cinéma. Et Chris Romero, qui est la veuve de George Romero, donc qui est un grand réalisateur, voilà, notamment beaucoup de films de zombies, va faire partie de leur société de production. Voilà, donc depuis, pas de nouvelles, mais voilà, on en est là. Donc peut-être un futur film. Ensuite, le royaume de Kensuke. Et quand je vous dis que le Japon est très présent dans cette sélection, même si les auteurs sont pas japonais. Bon, il y en a eu 2 auteurs japonais, mais on a plusieurs... et c'est pas fini encore. Hein. Plusieurs auteurs occidentaux qui parlent du Japon. Le royaume de Kensuke de Michael, oui, plutôt Michael, un Royaume-Uni, Michael Morpurgo, pas sûr de la prononciation, qui est un roman jeunesse, voilà, destiné à un public préadolescent ou adolescent. C'est un livre d'aventure qui s'inspire de Robinson Crusoe. Voilà, donc dans cette histoire, on suit Michael, tiens, là, est-ce que c'est autobiographique? Je ne sais pas. Michael, qui vit avec ses parents, normal, hein, pour un enfant, je pense que c'est un enfant, ouais. Un jour, son père et sa mère vont recevoir une lettre qui leur annonce qu'ils sont licenciés de l'usine où ils travaillaient. Et du coup, avec l'indemnité de licenciement, ils décident en fait d'acheter un bateau et de faire le tour du monde. Voilà. Et donc on va suivre un petit peu les aventures de... voilà, d'où le fait que ce soit un peu inspiré de Robinson Crusoe. Et je pense qu'ils vont peut-être se retrouver... Ouais, c'est ça en fait. Il va y avoir un naufrage. Voilà. Je veux pas trop spoiler, donc j'ose pas trop en dire, mais voilà, il va y avoir un naufrage, il va y avoir survie, tout ça quoi. Moi j'ai pas lu, hein, donc mais je pense qu'il y en a qui connaissent. Bisous Manon, bonne nuit, merci d'être venue. Voilà, moi j'étais déjà quasiment adulte quand c'est paru, donc forcément c'était pas trop pour moi. Mais voilà pour celui-ci. Je pense que ça a dû peut-être bercer la jeunesse de certains ou certaines. Alors pourquoi Kensuke, pourquoi le Japon, vous allez me dire aussi. Parce que voilà, il va faire une rencontre. Voilà, c'est ça. Kensuke, c'est un personnage qu'il va rencontrer qui est japonais. Voilà. Parce que j'en dis pas plus. Voilà pour celui-ci. Alors putain, pourquoi la couve elle est aussi pixelisée là? J'avais pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Celui-ci aussi, il est assez connu. The Sinner de Petra Amsfar. Qui est surtout connu parce qu'il a été adapté en série il n'y a pas très longtemps, voilà, 2017. Je crois que la série a eu un beau succès. Donc The Sinner, c'est un thriller. Alors je crois que en plus, ouais, il est sorti très très tardivement en France. Après la série, voilà, ils ont dit la série a eu du succès, on va sortir le livre. Oui, il était temps, 2019, Actes Sud, voilà. Donc, dans cette histoire, en fait, on suit Cora et son mari
qui décide d'aller pique-niquer au bord du lac. Voilà, il fait beau, tout ça. Donc Cora, voilà, s'assoit sur sa serviette de plage, tout va bien, machin. Devant, en plus ils ont un fils aussi avec eux, un jeune fils. Devant eux, il y a deux jeunes qui s'amusent et qui écoutent de la musique. Et soudain, Cora va se lever, s'approcher des jeunes et va asséner plusieurs coups de couteau à l'un des hommes. Et la police arrive et Cora avoue son crime. Il y a des dizaines de témoins. Voilà. Elle s'arrête là. Je me rappelle que quand j'avais lu ce synopsis, j'avais dit « Ah ouais, bah il est dans ma palle, hein, celui-là. Hein. » J'avais dit « Ah oui, quand même, ok. » Mais j'ai pas vu la série, alors c'est surtout parce que j'ai pas eu l'occasion de la voir. Mais du coup, j'aimerais bien lire le livre avant, tant qu'à faire. Mais oui, ça a pris 20 ans pour une traduction, quand même. Il était temps, hein. Eh oui, bah oui, mais il y en a qui, ça a du succès, la série a du succès, ah bah on va sortir le livre, ah bah oui, tant qu'à faire. Donc ouais, celui-là, il me fait très envie, hein, clairement. Voilà, autrice allemande. Ensuite, alors celui-ci, j'ai vu le film, mais pas lu le livre, mais je l'ai dans ma palle, mais bon, c'est vrai que, voilà, le film... Je l'ai vu il y a très longtemps, mais il est encore très net dans ma tête, tellement j'avais adoré ce film, c'est Stardust, de Neil Gaiman, qui est un roman fantasy plutôt humoristique, hein, voilà. Donc on est dans un paisible petit village où à côté il y a un grand mur avec une porte qui donne accès au pays des fées. Donc le mur est gardé jour et nuit par les villageois. Et cette porte ne s'ouvre que tous les 9 ans à l'occasion de la foire des fées. C'est un marché magique qui se tient donc juste de l'autre côté du mur. Et on va suivre Tristan, donc, dont la mère vient de ce pays magique, qui tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Victoria. Et en fait, donc là, ils sont du côté du monde humain, hein, on va dire. Et donc, Victoria lui dit je te donne un défi, tu gagneras un baiser si tu accomplis ce défi. Il faudra aller de l'autre côté du mur et rapporter une étoile filante tombée au cœur du pays des fées. Et donc, Tristan va partir chercher cette étoile et il va se passer plein de choses. Et c'était vachement bien. Enfin, le film, en tout cas, est vraiment génial avec un Robert De Niro comme on ne l'a jamais vu. D'ailleurs, j'ai adoré son rôle dedans. Et voilà, bon, le livre est dans ma palle. Je sais pas si je le lirai. Moi aussi, j'ai lu Neverwhere de Neil Gaiman, que j'avais beaucoup aimé, mais qui m'a pas tant marqué que ça. Et puis j'ai vu la série American Gods aussi, et pareil, American Gods est dans ma palle, mais c'est vrai, c'est chiant, hein, parce que quand tu as vu les adaptations, c'est difficile d'aller vers le livre, en fait. C'est compliqué. Mais je n'exclus pas le fait de les lire les deux, hein, Stardust et American Gods. Voilà. Mais surtout American Gods, je pense, parce que la série était assez particulière et je pense que du coup le livre va apporter une plus-value, je pense. Bref. Voilà pour celui-ci. Putain, et j'en reviens pas que le film, du coup, il est déjà 16 ans. C'est ouf, mais bon. J'ai l'impression qu'il est sorti il y a quelques années seulement. Et donc on retourne au Japon, et oui, avec l'un de mes livres préférés de tous les temps. Voilà, il s'agit de Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. C'est le premier Nothomb que j'ai lu et je suis tombée immédiatement amoureuse de cette autrice, de son écriture, de son personnage, de tout. Voilà, vraiment, ça a été tellement un coup de foudre, ce livre, mon Dieu, une révélation. Après, j'en ai enquillé plein derrière. Je me rappelle, j'ai une période où je bouffais du Nothomb, quoi. C'était vraiment... j'avais une frénésie d'Amélie Nothomb. La même frénésie que j'avais eue pour Stephen King quand j'étais au collège, sauf que là, j'étais plus âgée, c'était au tout début des années 2000. Mais voilà.
Voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'était au moment où le film, enfin, c'était un peu avant, ouais, un peu avant, ça devait être en peut-être 2002, un peu avant que le film sorte, en fait, hein, au final. Et après, j'ai vu l'adaptation en film. Alors, j'ai bien aimé, mais bon, forcément, c'est tellement difficile c'est trop difficile à retranscrire, parce que c'est un récit tellement introspectif. Mais voilà. Et donc, j'ai pas dit de quoi ça parlait, hein, on ne sait jamais, il y en a qui sont peut-être pas au courant, mais en gros, on suit, donc c'est un livre autobiographique où on suit Amélie Nothomb, donc, qui habite au Japon. On rappelle qu'elle est née au Japon, hein, donc, parce que son père était, en tout cas, diplomate, et donc la famille voyageait de pays en pays. Et elle est retournée au Japon parce qu'elle elle est tombée amoureuse de ce pays. Et donc, elle a voulu se faire embaucher dans une entreprise. Et en fait, ce récit va raconter sa descente aux enfers au sein de cette entreprise. Par racisme un peu, mais surtout par sexisme, hein, on va pas se mentir, parce qu'elle nous dévoile beaucoup la condition des femmes, hein, au sein de ces entreprises japonaises typiques. Et c'est raconté avec tellement d'humour noir, pas mal de cynisme aussi, et puis et en même temps, c'est évidemment que c'est un pamphlet contre le sexisme là-bas, mais en même temps, on ressent quand même l'amour qu'elle a pour ce pays, en fait, hein. Donc voilà, c'était absolument génial. Et ça reste, c'est pas parce que c'est le premier que j'ai lu, mais ça reste mon préféré de Nothomb. Et c'est vrai que c'est pareil avec Stephen King, c'est marrant, hein, parce que c'est le premier que j'ai lu qui reste mon préféré aussi. Alors, est-ce que c'est parce que ça a été une entrée comme ça, voilà, un coup de foudre, ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est l'histoire que j'ai préférée? Je ne sais pas. Je ne saurais dire, mais en tout cas, le fait est. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller chaudement. On passe à une saga très connue, puisqu'il s'agit des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, qui est un pseudonyme, hein, d'ailleurs. Attendez, son vrai nom, c'est Daniel Handler. D'ailleurs, voilà, alors ce qui est marrant, c'est que Lemony Snicket, c'est aussi le personnage principal de la saga. Voilà. Donc l'auteur a pris comme pseudonyme le nom de son personnage principal, si vous suivez. Moi, j'ai jamais vu ni lu, hein. C'est pas quelque chose qui m'attire principalement. C'est une saga jeunesse où on suit en fait 3 orphelins. Donc c'est Violette, Klaus et Pruny. Voilà, oui, alors c'est pas oui, Lemony c'est le narrateur, voilà, très précisément. Lemony c'est le narrateur, c'est pas le protagoniste, hein, pardon, mes excuses, je n'ai pas lu cette saga, donc je ne connais rien. Je suis complètement vierge de de connaissances en matière de désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc voilà, on va suivre en fait, comme le titre l'indique, les mésaventures, les tribulations en fait de 3 orphelins qui vont passer un peu dans des familles, etc. Voilà. J'en sais pas beaucoup plus. Là, c'est le premier tome, donc qui est sorti en 1999 et qui s'appelait Tout commence mal. C'est dire. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui ont lu cette saga ou qui ont vu les films. Mais voilà. Bon, après, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement, mais bon, comme c'est quelque chose d'ultra connu, j'étais obligée de le mettre, évidemment. Ouais, l'Alixou, du coup, voyez, comme il y a un décalage avec le chat, forcément, vous me répondez longtemps après. Voilà. Ok, donc toi, t'as aimé l'Alixou. Allez, j'ai bientôt fini, c'est l'avant-dernier. Il s'agit de La vie en gros de Michael Olivier, qui est aussi un roman jeunesse. Voilà, il y a quelques jeunesses, hein, dans ma sélection.
Donc celui-là, il a eu son petit succès en France, pour le coup, alors pas trop à l'international, on va pas se mentir, hein, voilà. Mais moi, je me souviens que voilà, j'ai travaillé dans un collège et je me souviens qu'il était au CDI du collège où je travaillais, hein, notamment. Donc dans cette histoire, et puis ouais, c'est un livre qui parle de grossophobie, et à l'époque, en 99, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Puisque dans cette histoire, on va suivre Benjamin, qui a 15 ans. Alors, bon, voilà, on est dans les clichés, mais hein, c'était 1999 encore, voilà. Donc Benjamin adore manger. Mais le souci, c'est que Benjamin, à force de manger, il va devenir obèse. Voilà. Lors d'une visite médicale, l'infirmière scolaire lui annonce qu'il souffre d'une obésité de catégorie 2. Et donc, il va vouloir suivre un régime strict. Mais le problème, c'est que voilà, les bonnes résolutions ne sont pas toujours faciles à tenir. Et donc, Benjamin va s'efforcer de faire des efforts parce qu'il est amoureux d'une fille. Putain, il y a tout. Il y a tous les clichés, il y a tous les clichés grossophobes du monde en vrai, mais bon, voilà, je pense que c'est quand même un livre qui a eu du succès parce que voilà, à l'époque, il n'y avait pas d'histoire avec un personnage principal qui était gros, tout simplement. Mais bon, voilà, alors l'histoire ne dit pas, parce que moi je ne l'ai pas lu et en même temps je pourrais pas vous spoiler, l'histoire ne dit pas si il réussit. Alors j'espère quand même qu'il réussit à maigrir, dans le sens où évidemment que si tu es en obésité de stade 2, c'est pas spécialement bon pour la santé, mais en même temps j'espère que l'histoire c'est pas, enfin j'espère que la morale c'est pas c'est mieux maintenant que des minces, quoi. Voilà, c'est pas le but de la lutte contre la grossophobie, quoi, hein, voilà. Mais bon, c'est 99, donc j'ai pas trop d'espoir. T'as vu la série, toi, Lalixou? T'as lu le livre aussi, j'imagine. Voilà, donc c'est un livre qui a été adapté en série sur M6. Voilà. Et qui a eu beaucoup de prix. C'est aussi pour ça que je l'ai mis. Il a eu énormément de prix. Alors, c'est des prix, des petits prix, mais quand même, quoi. Il en a eu beaucoup. Et même dans certains pays étrangers, en Belgique, en Allemagne, notamment. Donc, bon, voilà. C'est un livre qui a été marquant. Je pense que ça a mené quand même à pas mal de réflexions autour de la tolérance, etc. Pour l'époque, ça devait être assez précurseur. Voilà pour celui-là. Et on passe au dernier, le der des der que j'ai lu. Il n'y a que 4 livres que j'ai lus, hein, dans cette sélection, mais et d'autres que j'ai dans ma palle et que j'aurais dû lire depuis longtemps, hein. Il s'agit de La zone du dehors d'Alain Damasio, qui est un des auteurs de SF français les plus prolifiques, hein, voilà. Très doué Alain Damasio. Moi j'en ai lu 2 de lui, donc c'est La zone du dehors et La horde du contrevent, que j'ai trouvé, les deux je les ai trouvés géniaux. Après, bon voilà, le problème que j'ai avec Alain Damasio, c'est qu'il est très réac, on va pas se mentir, voilà, bon. Mais au niveau créatif, on peut pas dire que ce soit un nul. Donc dans La zone du dehors, en fait, on est dans un roman d'anticipation. On est dans un futur proche. Alors, je sais plus quand est-ce que ça se passe. 2084. Ouais, c'est pas si proche que ça quand même, hein. Sachant qu'il est sorti en 99, voilà. On est en 2084, alors référence à 1984, hein, évidemment, où la société, enfin l'humanité s'est installée sur des satellites. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus, hein, je l'ai lu il y a un petit moment, je me souviens plus de l'univers, l'univers géographiquement parlant, je me souviens plus trop. Ce que je me souviens surtout, c'est que les habitants sont classés, en fait. Voilà, donc il y a des espèces de castes. En gros, alors déjà, ils ont pas de nom, ils ont tous des numéros, si je me trompe pas. C'est des numéros avec des lettres, je sais plus exactement. Ah non, voilà, c'est ça. C'est des noms qui sont composés
je crois que c'est les premières lettres de leur nom avec d'autres lettres derrière. Je sais plus comment c'est foutu. Bref, il y a une nomenclature particulière, en tout cas. Donc c'est une suite de lettres. Et en fait, ben voilà, il y a une espèce de hiérarchie, c'est ça, selon en fait leur comportement, leur efficacité au travail, etc. hein, en gros. Et d'ailleurs, le nom, justement, dans le nom, il y a les lettres qui indiquent un peu la classe. Je crois que c'est par ordre alphabétique. Hein. Je crois que plus ton nom commence par une lettre du début de l'alphabet et plus tu es dans une haute caste et inversement. Voilà. Et on suit, c'est un roman un peu choral, puisqu'on suit plusieurs personnages comme ça qui vont raconter un peu leurs aventures au sein de cette société. Et c'était extrêmement intéressant, parce que bon, on est dans une société clairement totalitaire, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'est une société qui se veut bienveillante. Alors, vous allez me dire 1984 aussi, mais là, c'est vraiment dans le sens où bah, les gens sont plutôt heureux, voilà, ça se passe bien, c'est super. En plus, bon, bah, ils s'amusent, enfin voilà, ils ont pas mal de trucs intéressants dans leur société et personne se rend compte en gros que ben en fait ils sont pas libres du tout quoi, hein, c'est clairement et donc on est un peu dans un système de dictature bienveillante en fait alors il donne un nom, je sais plus comment c'est je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ça m'énerve. Il donne un nom à ça. Ouais. Alors, non, c'est pas ça. Bon, je me souviens plus du terme exactement. Mais voilà, c'est la dictature bienveillante, quoi, en gros. Et c'était vachement intéressant. J'avais beaucoup aimé ces idées là-dedans, hein, au niveau politique, hein, notamment. Voilà, le fait qu'on nous fasse faire des choses sans qu'on s'en rende compte vraiment. Alors, attention, hein, on sombre pas dans le complotisme ou ce genre de choses, c'est un peu plus complexe que ça, hein, bien sûr. Mais voilà, c'était pas mal, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. Alors dommage que Alain Damasio, alors peut-être là ça ressort pas trop, mais Alain Damasio, voilà, c'est quelqu'un qui a des idées un petit peu réac, on va pas se mentir, il est pas trop pour le progrès. C'est un peu dommage. Voilà, c'est le défaut. Et voilà, bah écoutez, on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour. Du coup, on revient par ici pour que j'arrête la vidéo. Oui, je fais ça pour que la caméra se recentre sur moi et pas sur le chat. Est-ce qu'elle va le faire? Je ne sais pas. Je suis là, j'existe. Bon, c'est pas grave, je resterai flou. Ah non, c'est bon. Oui, non, oui. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce nouveau Litté Rétro spécial années 99. Et je pense qu'il y a pas mal de livres là-dedans que vous avez dû lire ou que vous avez dans vos pales. Hein. Je crois que la plupart étaient quand même extrêmement connus. Pas de soucis, bisous Karine. Bonne nuit. Ouais, ce soir, il y a visiblement des soucis de... Moi, chez moi, ça lag pas, mais visiblement, ça lag pas mal. Je sais pas si ça vient de Twitch ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, donc nous, on se retrouve. La prochaine vidéo, ce sera les sorties poches déjà, les sorties poches d'octobre. Et oui, parce que en fait, le 30 étant, je crois, un samedi, quelque chose comme ça. Forcément, ça décale beaucoup, comme je fais le dernier dimanche et l'avant-dernier dimanche. Bon, bah déjà, l'avant-dernier dimanche du mois, c'est le 17. Oui, c'est comme ça. Donc déjà, les sorties poches d'octobre. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez noté des livres aussi, que ça vous aura donné envie d'en lire quelques-uns. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci YouTube. Miaou.